Bonsoir à tous et merveilleux pour 2020-2021, madame, monsieur. Bienvenue à cette première édition équinoxoire de l'an de grâce 2021. Nous sommes donc partis pour 2 heures d'émission pour ce tout premier numéro équinoxoire de 2021. Pour Paul Biya, le président de la République, l'année 2020 restera dans les mémoires comme une année sombre du fait de l'irruption sur notre planète de la pandémie du coronavirus et ses centaines de milliers de morts à travers le monde. Sombre du fait de l'insécurité à la frontière orientale et dans la partie septentrionale. Tableau encore plus sombre dans les régions nord-ouest et sud-ouest où des groupes armés entretiennent l'insécurité et la terreur. Pour le président de la République, l'assassinat des élèves de Kumba ne saurait rester impuni. Sombre pour nos finances publiques et notre économie, fortement perturbée par la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale. Mais quelques lueurs d'espoir marquées par la consolidation, selon Paul Biya, du processus démocratique. Année sombre, pas facile, mais pour le chef de l'État, l'économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond. Grâce aux partenaires internationaux et dans l'hypothèse d'un recul de la pandémie, il est permis de penser qu'une reprise est possible dans les mois à venir. J'ai cité là le président de la République, Paul Biya. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition bilingue de cette journée fériée du journal qui vous sera présentée par le journal, c'est la bilingue, madame, monsieur. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, donc, madame, monsieur, le fait du jour. Discours à la nation, satisfaction ou espoir déçu? Pour tenter de répondre, madame, monsieur, à cette question, nous avons invité en plateau des Camerounais et également du côté de notre diaspora, des Camerounais vont participer à ce premier numéro équinoxoire. Mba Akwen Nadia, you're welcome. Thank you, Mr. Happy New Year. Thank you, same to you. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinoxoire. Bonsoir à tous les militants du PCRN qui sont dans le monde entier. Je voudrais envoyer mes vœux special New Year to my all-round president. He's no other person than Honorable Cabral Libi, the man who was able to impact positively in the lives of many Cameroonians despite the difficult times we had in this year. I also want to send this special New Year to his wife. You know, behind every successful man, there is always a woman, that strong woman who was able to impact in the life of our president to serve all Cameroonians. I greet you, Madame Libi, from Equinoxoire in Douala. Thank you. Voilà, en face, Paul Eyoum. Bonsoir, Paul. Bonsoir, c'est Jalem. Bonsoir aux millions de Camerounais. Je souhaite mes vœux les meilleurs aux Camerounais, au peuple du Cameroun. Je souhaite mes vœux les meilleurs au président Cyril Sambaka. Je souhaite mes vœux les meilleurs à toute la famille équinoxoire et particulièrement aux conseillers régionaux parce que 2021 sera l'année charnière dans la lutte pour la décentralisation. Ok. Il y a des conseillers régionaux dans Equinoxoire? Bon, vous savez... Vous souhaitez qu'il en soit, particulièrement aux conseillers régionaux. Il y a des conseillers régionaux ici? C'est vrai que je voulais dire je voulais souhaiter de manière globale aux conseillers régionaux. Je parle notamment à mon président de région Ballon Pierre, au questeur M. Camille Kindi, Mme Dedi Rebecca, et même d'autres élus de Equinoxoire. Vous savez, il y a des députés, il y a des maires qui sont dans la famille de Equinoxoire. Ce sont tous ces élus, particulièrement les maires, qui doivent se battre pour que nous ayons une réelle décentralisation. Parce que si nous loupons 2021, ce sera grave. En 2022, peut-être il faudra parler de fédéralisme. Ok. Didier Mkoa, bonsoir. Merveilleux. Merveilleux, je dis bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais surtout envoyer mes meilleurs voeux au couple présidentiel parce que j'ai eu la bénédiction. Meilleurs voeux à monsieur... Ah, vous les renvoyez parce que vous avez reçu le message ce matin? Oui, c'est les similitudes. Ah, oui. Oui. Je voulais aussi envoyer... Pour dire que vous avez reçu le message? Tout à fait. Ok.
Je voudrais aussi envoyer mes meilleurs vœux 2021 à monsieur et madame Issa Chiroma, à tous les militants du FSNC. Si tu me permets, tu pourras prendre mon temps. Je voulais surtout rendre un vibrant hommage à Sa Majesté le Prince Choi Vincent Kamajou, qui a été élu par le Collège des chefs traditionnels de l'Ouest comme conseiller régional de l'Ouest. Vous savez, l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire peut bégayer. Le prince Choi Vincent est le fils du prince Daniel Kamajou, le tout premier président de l'Assemblée législative camerounaise. Cette haute personnalité qui a eu l'audace, la ténérité, le courage, le 29 octobre 1959, il a dit non au Premier ministre Ahidjo. Il a dit non à sa requête qui voulait le plein pouvoir, dit-il, pour mater la rébellion dans le pays, dans la région Bamileke, dans la région Bassa. Il lui a posé au plein pouvoir d'organiser une table ronde inclusive où tous les fils et filles du Cameroun devaient parler du Cameroun, devaient parler de la situation du Cameroun. Et je le dis ici parce que si cette table ronde avait été organisée, je suis convaincu qu'on n'en serait pas là aujourd'hui avec le pouvoir anglophone. Donc c'est pour ça que je rends un vivant hommage à son fils. Je préfère aussi rendre un hommage à cette personnalité dont on ne parle pas assez, dont l'histoire est aujourd'hui enfouie dans le ciment de l'oubli. Et je suis convaincu que lorsqu'arrivera le temps de rédiger la vraie histoire du Cameroun, un mausolée sera réservé au prince Daniel Kamajou. Ok. Serge Gauthier Nanena, bonsoir, bienvenue, meilleurs vœux. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs, meilleurs vœux à tous les Camerounais et les Camerounaises, principalement les militants du PURS. Meilleurs vœux à nos copanélistes, au féminin, au masculin. On va bien votre président. Ah oui, Serge. Le secrétaire, comme vous appelez. Ah oui, Serge Espoir Matomba va très bien. Il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur homme politique il y a quelques jours au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est la preuve que et le PURS et notre leader, premier secrétaire, se portent merveilleusement bien. Ok, voilà. Nadia, je commence par vous. Le président de la République s'est exprimé hier. Qu'est-ce que vous retenez? Well, Mr. Serge, when I listened to the end of your speech of our president, I was stereotyped. Because despite all what he invoked, I really was attracted to what he said about the Northwest and Southwest crisis. You know, he still went on with the blame game, which to me it is not necessary at this period, because normally he was supposed to come out and bring out solutions to the problems of the Northwest and Southwest, but yet he continued blaming the armed group in the Northwest and Southwest and keep accusing them, which we had no solutions. You know, Cameroon is at emergent state that we need solutions, not blame game, because we have been blaming ourselves, like what happened in the Ngabu crisis, the Kumba massacre, but till date we have no resolutions. To me, I thought that the president would have come out and say, I am calling on a ceasefire. I am calling on a compromise. I am calling on an inclusive dialogue. That is what I really wanted to hear from all what he said. But despite all what he said, he kept blaming the secessionists and called them thieves and whatever. I was also attracted to what he spoke about the COVID-19 crisis. He was so focalized on the COVID-19 crisis. I don't know why. To me, maybe because he's old, and because I can tell you that ever since this COVID-19 started, he has been on the height. He has been indoors. He has been preserving himself. So I thought that perhaps it is because he's old. That is why he focalized on the COVID-19 crisis. And he also spoke about the budget, which of the budget of the 2021 COVID-19 is up to 1 billion. He spoke of 1 billion, and that according to the demands on the field, it might increase. So to me, all what he said didn't attract me. I didn't find something tangible to be able to recall that my president came out and he brought out something tangible for the population, because the population are focalized on the Northwest and Southwest. They wanted solutions. They wanted something better.
But yet he came out and he said he's going to continue fighting the armed forces. He's going to continue fighting these guys. You cannot keep fighting your own children, because in a house or in a home, when children are fighting, you call them and you try to dialogue with them. He also spoke il of... dit qu'il ne fait que ça depuis octobre, il appelle ces jeunes qui ont pris les armes à les déposer. He called them to drop their arms. Oui. If you want to call your children to drop their arms, you as the father, you start by example. He would have called out the military to leave that zone and said, okay, I have left. Children, put down. Vous parlez de démilitarisation? Yes, I talk of a ceasefire on the both parties. Oui. Because normally he was supposed to tell military come back, and he said, okay, I preach by example. My children, I have left this zone. Qui est de militaire au nord-ouest et au I sud-ouest. want a compromise. When we talk of compromise, the both party should come to, like, Okay. when I talk of compromise, the both parties should give up. As a father, you are in charge of this country. The security of a country depends on you. Okay. So you will not come out and blame the children and you still want something to happen. Nothing will happen. And he spoke of those that are in charge of this crisis, that are living in the diaspora. He spoke of them and he said he's going to punish them. To me, it's funny because he knows where these guys have been for 4 years. He has done nothing. Okay. They speak aloud on social media. They are free and they do what they want. Nothing has happened. And I don't think that Il a appelé les pays amis qui hébergent ces personnes à plus de responsabilités. Of course. Mais He said when they'll be identified. Serge Gauthier va nous dire. He said when they'll be identified, he's going to punish them and they're going to answer for their crimes. Ok, merci. On va donc prendre la direction de les Pays-Bas. Pays-Bas, où nous attend Boris Berthold. Bonsoir Boris. Voilà, on va repartir. Voilà, il y a ce concept d'abord Serge Gauthier Onanina. Serge Gauthier, lorsque le président de la République appelle les pays amis à plus de responsabilités vis-à-vis de ceux qui hébergent les donneurs d'ordre. On va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il veut par là dire, le président de la République? À plus de responsabilités, on veut comprendre. Ça veut dire quoi? Plus de responsabilités. C'est une bonne collaboration inter-État. On ne peut pas, par exemple, être une puissance ou une superpuissance et prôner la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'insécurité et la déstabilisation des pays, les États de droit, et financer et héberger ceux qui les financent. Voilà, vous permettez, je vais revenir à vous parce qu'on me fait signe qu'il est déjà là. Boris, bonsoir Boris. Bonsoir Serge, bonsoir aux différents panélistes et bonsoir aux téléspectateurs de Nox TV, et je renouvelle mes meilleurs vœux 2021 à l'ensemble du peuple camerounais. De journalistes, écrivains, chercheurs en criminologie et surtout auteurs de l'ouvrage L'otage. Tout un programme, hein, Boris. Je ne vous reçois pas très bien, s'il vous plaît. Serge, la connexion elle est un peu tendue. Si, je dis, vous êtes journaliste, écrivain, chercheur en criminologie et surtout l'auteur de l'ouvrage L'otage. L'affiche en dit long. La couverture, on va le dire. J'ai des petits soucis. Voilà, quelques petits problèmes avec Boris, le temps de mieux se connecter. Voilà, continuez. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a donc cet appel du pied que le président de la République lance aux pays partenaires. C'est-à-dire, quand il parle de pays amis, ce sont des pays avec lesquels le Cameroun entretient des relations, des rapports de coopération. Et dans ce sens, donc, il les interpelle en leur demandant de durcir le ton concernant tous les pays qui hébergent les potentiels financiers de la guerre ou de la crise anglophone, de ceux qui arment ces jeunes là-bas. C'est vrai que c'est une possibilité de solution, mais je ne sais pas si je dois revenir sur... C'est pas la première fois que le président de la République interpelle ces pays. Oui, ça veut dire que depuis, rien n'est fait. Mais vous savez, Serge, je ne veux pas répondre à la place et des pays et du président de la République, mais je dis, lorsque vous formulez une demande et qu'elle n'est pas
elle ne trouve pas satisfaction, vous avez l'obligation, à défaut d'avoir le devoir d'insister, de persister, même de signer, de façon à ce que vous trouviez satisfaction par rapport à votre préoccupation. Mais je ne sais pas si cela pourrait être la solution au problème. Peut-être l'une des solutions, mais pas la solution. Et moi, je dois vous dire, concernant la crise du Nozo qui vient d'être évoquée tout à l'heure par la dame du MRC et du PCRN, il faut indiquer que moi, j'ai été un peu déçu parce que le président de la République a démontré qu'il est dans une logique de continuité. Évidemment, un chef de l'État doit être ferme, mais il doit aussi avoir une dynamique, il doit s'inscrire également dans une logique d'ouverture. Donc on se serait attendu que par rapport à l'immobilisme qu'il y a sur le terrain, il y ait des réajustements par rapport au traitement de cette crise anglophone. Or, ici, on sent que, évidemment, au regard de ce qu'on a cru transparaître dans le discours, lui, il s'estime satisfait par rapport à ce qui se passe. Or, les faits sont autres. C'est pour ça que nous, par exemple, au PURS, on a toujours demandé la multiplication des dialogues. Vous savez, on ne perd rien à multiplier les dialogues tant que la solution définitive n'est pas trouvée. Et il n'y a aucune honte, par ailleurs, à continuer à dialoguer lorsque la solution n'est pas là. Tant que les armes, tant que cette communauté, tant que ce peuple, tant que nos compatriotes de là-bas ne sont pas satisfaits, il faut leur demander quelque part ce qui ne va pas. Évidemment, il y a ce que l'État peut céder et ne pas céder, parce que aussi, il ne faudrait pas également que ça serve aussi, la crise du Nozo serve d'outil de chantage. Mais il est important que on l'écoute au moins. Quand on a écouté l'interlocuteur, ça le rassure clairement dans la volonté de résoudre clairement ses préoccupations. Quand on est proche de lui, il y a eu des responsables publics, des personnalités qui sont allées là-bas et qui bénéficient d'une certaine crédibilité. Il faut que ces personnalités continuent à être des interlocuteurs. Il ne faut pas que ce soit un mélange du tout venant qui, avec des personnes, des crédibilités en contestation, qui soient mises à contribution dans la résolution de ce problème. Voilà, justement, Paul Eyom, on a également senti une fois de plus la main tendue du président de la République qui demande aux jeunes de déposer les armes. Le président de la République... Ça ne semble pas marcher pour vous depuis là? Non, ça ne semble Pourquoi pas marcher. Ça marche si ça pas marchait, c'est que le président de la République ne reviendrait pas avec ce discours. Donc pour moi, le discours du président tourne autour de 4 points. Premièrement, le président de la République parle de la situation de la Covid. Deuxièmement, restons sur l'appel, la main tendue. Je vous ai posé la question sur la main tendue. Sur la main tendue. Tout simplement pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens n'ont pas le sentiment qu'il y a un véritable dialogue. Je vous l'ai dit à chaque fois, le dialogue qui a eu lieu au palais des congrès, c'était un dialogue dans lequel ceux qui se revendiquent aujourd'hui sécessionnistes n'y étaient pas. Et la majorité de nos frères anglophones aujourd'hui ne sont pas sécessionnistes. La majorité n'est pas sécessionniste, pardon. La majorité n'est pas sécessionniste. Elle demande l'autonomie. On va dans le parachèvement, le processus de décentralisation dans lequel il n'y a pas le sentiment qu'il y aura une vraie autonomie. Ça légitime donc ceux qui sont dans le combat de la sécession, qui disent que dans ce pays, nous ne pouvons pas avoir l'autonomie, que ce soit sous forme de décentralisation ou le fédéralisme. Du coup, ils sont braqués dans la logique de la sécession. Que faire? Premièrement, que le gouvernement montre la bonne foi en donnant déjà une vraie décentralisation. Deuxièmement, moi je ne suis pas pour une démilitarisation parce que il y a les militaires actuellement, on voit les massacres qui ont lieu là-bas. Combien de fois il n'y a pas les militaires? Mais je suis pour un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu, ça passe dans un cadre de dialogue. Dire à ceux qui ont pris les armes contre la République que vos revendications qui sont la sécession ne peuvent pas avoir lieu. Mais si vous avez d'autres conditions, nous sommes prêts à discuter avec vous. Quelles sont vos conditions? La sécession que vous demandez ne doit pas engager les vies humaines, celles de vos pauvres frères. Parce que quand vous allez finir de faire la sécession, vous allez continuer à commettre les mêmes actes, même après la sécession. Il y a des actes criminels que nous avons toujours condamnés, mais que le gouvernement ouvre la voie à ce dialogue. Et tant que le gouvernement ne va pas montrer preuve de bonne foi, ces jeunes continueront toujours à prendre les armes. Eux-mêmes, ils sont aujourd'hui embrigadés entre deux espaces. L'espace républicain, qui est défendu par l'armée, et l'espace sécessionniste. Vous avez le choix entre la peste
et le choléra. D'un côté, l'armée qui essaie de faire son travail avec la difficulté où il n'est pas écrit sécessionniste sur le front de quelqu'un. On ne sait pas qui est qui dans cette zone. De l'autre côté, les sécessionnistes lui disent que vous êtes notre frère. Si vous êtes du camp de la République, ça veut dire que vous êtes contre nous. Ces jeunes se retrouvent donc au milieu de tout ce feu et ils doivent faire un choix à un moment. Certains, par dépit, choisissent la mauvaise solution qui est celle contre la République, mais le président doit faire preuve d'une sincérité, d'un dialogue franc, ouvrir franchement la main, pas dans les discours, de dire qu'il faut venir déposer les armes. Parce que dès qu'ils auront déposé les armes, la suite c'est quoi? C'est ça. On parlait de démobilisation et réinsertion. Aujourd'hui, ceux qui ont été réinsérés, est-ce qu'on déjà, je ne demande pas qu'on les présente sur la place publique, parce qu'ils peuvent être victimes, comme d'autres demain, d'attaques, puisqu'ils ont quitté les rangs des sécessionnistes. Mais au moins qu'on rassure les Camerounais que voilà tel nombre de personnes qui sont passées processus de désarmement, de démobilisation et qui ont été réinsérés. Et ensuite, que ceux qui ont les armes, qu'on essaie de leur dire et de les amener à la table du dialogue. C'est pas obligé que ce soit au Cameroun, parce que le dialogue que nous demandons, si c'est au Cameroun, certains parvenus n'ont pas la garantie qu'ils en ressortiront. Justement, c'est pourquoi les donneurs d'ordre qui sont à l'étranger veulent que ce dialogue se tienne à l'étranger. Le gouvernement n'a rien à perdre de dire ok, mais que ce soit la Suisse, comme on a cité la Suisse un moment, l'Afrique du Sud, nous sommes prêts à dialoguer, mais à une condition, qu'il n'y ait plus d'armes qui crépitent dans ces régions, le temps qu'on essaie de trouver des solutions politiques. Et moi, je refuse ce discours où on tue le problème politique, qui est l'autonomie des régions, pour le remplacer par les sécessionnistes. Parce que le président de la République, il ne parle que des sécessionnistes, mais il ne parle pas du problème politique qu'on lui a posé depuis 2016, qui est celui de l'autonomie des régions. Tant que nous allons écarter le problème politique pour aller dans le conflit armé, nous ne trouverons pas la solution. Et c'est tout ça qui fait en sorte que ces jeunes ne sont pas rassurés. Montrons déjà notre bonne foi. Mettons en place une vraie autonomie des régions. Disons que voilà ce que certains ont revendiqué. Ceux qui sont pour la sécession, voilà l'autonomie que nous donnons aux régions. Maintenant, revenez dans la République et laissez ces armes. Parce que tous les groupes armés qui profitent de ces guerres, qui font le trafic de pétrole et autres là-bas, ils s'enrichissent les pauvres et tuent les pauvres populations qui en ce moment ont besoin de sécurité et de paix. Lorsqu'on écoute Paul Léon, il semble douter de la bonne foi du gouvernement. Mais une fois de plus, c'est hier dans le discours, le président a parlé de la bonne foi, la preuve de cette volonté d'ouverture et de dialogue de la part du gouvernement en libérant les ex-sécessionnistes et en procédant à leur réinsertion. Vous savez, il ne faut pas éluder l'histoire de ce pays. Parce que tout à l'heure, dans le premier jet de la parole, j'ai fait une immersion dans notre histoire. Et n'en déplaise aux iconoclastes et aux révisionnistes. Moi, je pense qu'il faut revoir l'histoire de notre pays. Parce que je viens de suivre mon ami Paul Léon. C'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on vit. Vous comprenez? Mais c'est les conséquences d'un problème qui est là. Ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est qu'il y a un conflit entre la nature de l'État et la forme de l'État. Nous sommes encore là à discuter sur la forme de l'État. Je vais revenir toujours en 1959. Monsieur Ramadier arrive au Cameroun pour détruire l'UPC, qui exige d'abord la réunification des deux Cameroun avant l'indépendance. Voilà où part le problème. En 1959, le prince Daniel Kemajou, qui vient de céder sa place à Jean-Marie Mabaya comme président de l'Assemblée nationale, repose le même problème. Il dit à M. Aïdjo, qui a besoin du plein pouvoir pour la construction de l'unité nationale, pour aller mater la rébellion dans la région Bamileke, dans la région Bassa. Il dit non. Il faut une table ronde inclusive. Tous les fils du Cameroun, quel que soit leur parti politique, quel que soit leur sexe, quelle que soit la religion. C'est une exigence du prince Daniel Kemajou. Et si on l'avait fait, en ce moment-là, on ne serait pas là, je vous assure. Parce que quand Ramadier vient, il exclut le pays anglophone, le Cameroun anglophone. Il s'occupe d'abord du Cameroun francophone. On fait partie d'abord André Marie Bida, on installe
M. Aïdjo, en 1960, on nous donne une indépendance factice. C'est en 1961 alors qu'on pense aux anglophones. Le virus est déjà dans le fruit. Moi, je pense que le président Aïdjo, le président Biya, qui est venu au Cameroun en 1962, 3 ans après, connaît très bien le problème. Lorsqu'on a 86 ans, c'est genre autour, 87 ans, on a peur de rien. On peut rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui empêche de poser le véritable problème, la nature de l'État? Le Cameroun est un accident néocolonial ou bien colonial. Oui. C'est là où se trouve le problème de la nature de l'État. Nous avons dansé sur les réseaux sociaux, sur les médias réticulaires, lorsque nous avions appris que les accords de coopération et de défense avaient été évacués. On ne sait pas. J'ai l'impression que ça a été des fantasmes. Il faut engager un véritable débat sur la nature de l'État. Avec tous les Camerounais. Moi, je discute tous les jours avec les UPCistes. Parce que les autres ne m'en tiennent pas rigueur. Parce que je pense que là-bas, on a quand même des Camerounais qui ont été très très bien formés. Là-bas, si vous discutez avec les UPCistes fondamentaux, ils vous diront que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est comme si on voulait traiter du cancer avec le paracétamol. Il faut poser le problème de la nature de l'État. S'il faut discuter des accords de coopération, que ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux, qu'on amène ça sur la table, que nous discutons ensemble sur la table. Voilà la seule condition, je peux paraître péremptoire, qui peut nous amener à construire une véritable construction, permettez-moi la tautologie, de l'unité nationale. Tout ce qu'on est en train de faire là, moi je me dis que c'est... on est en train de mettre la chaux de la peinture blanche sur un vieux cimetière, sur un vieux caveau ou bien un vieux tombeau, mais je pense qu'il faut engager un véritable dialogue sur la nature de l'État. Voilà, Nadia, according to President Biya's speech, the government have shown very goodwill. Well, Mr. Sesh, before I go to your question, I want to add Why something. Before? You want to ask? I want to add something to... You want to add? Yes, I want to add To something. what Paul Youm have said? Yes, parce que vous avez dit que le gouvernement ou bien Paul Biya a eu une main tendue aux sécessionnistes, si je peux dire. Oui. Mais je vais vous dire, il a demandé he asked people in the diaspora, other countries, to be more careful. Now, I'll tell you on the 10th of November, le 10 novembre, the Secretary of African Affairs, Honorable Thibault, he wrote to the Cameroonians. Yes, he said he's going to deport Cameroonians in the US. And some of the secessionist names were included. So, I don't know up to now if those guys came back, because I sat on the table of debate and we debated on this. And I was on the fact that these guys should come back and answer to their crimes. But now, it is now that the president, this is the first time I'm hearing him saying that those international bodies should be careful. What did he do when this note came out? Did he go in accord with them to be able to send back these guys? He did nothing. And non, c'est pas la première fois que le président appelle les pays qui accueillent, qui hébergent, comme il dit. D'accord, si ce n'est pas la première fois. Quand Thibault Nagui avait écrit, il a demandé qu'il va renvoyer les Camerounais. Oui. Qu'est-ce que le président a fait? Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'il a appuyé une main pour dire que il a fait tout et tout pour qu'on renvoie ce gars? Ok. Pour moi... Nadia, permettez, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir une fois de plus, Boris Berthold depuis La Haye. Bonsoir Serge, bonsoir aux panélistes d'Equinox TV, bonsoir aux téléspectateurs et meilleurs vœux à tout le peuple camerounais. Berthold, je l'ai dit, journaliste, écrivain, chercheur en criminologie et surtout auteur de l'ouvrage L'otage. La couverture en dit long. On voit le président Biya et professeur Maurice Kamto. Rapidement, en quelques secondes. Si vous voulez, l'otage, c'est un ouvrage qui traite de la confrontation politique actuelle, et le discours de M. Biya hier illustre très bien ce clivage et cette confrontation qu'on a dans le système politique camerounais entre deux acteurs, notamment Maurice Kamto, le président national du MRC, et M. Biya. C'est donc un travail sur les 2 ans qui ont émaillé la vie politique camerounaise, à la fois en termes de violence, à la fois en termes de débat, à la fois en termes d'activisme au sein de la diaspora, dans l'optique en fait d'archiver, de contextualiser tous les mouvements politiques et toutes les dynamiques politiques qui sont en cours. La thématique ce soir, c'est
elle est liée en fait au discours du président hier à la nation. Pour vous, vous êtes satisfait ou bien il y a des éléments que vous auriez aimé entendre de la bouche du président qui malheureusement n'ont pas été évoqués hier? Et lesquels? Si vous je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que ce soit dans le fond ou dans la forme, le discours de M. Biya est à l'image des précédents discours depuis ces 2 dernières années. C'est-à-dire que si vous prenez ce texte, à l'exception des paragraphes qui portent sur le Covid-19, il n'y a véritablement rien de nouveau. C'est-à-dire que ce discours sur le dialogue qui n'est pas tout à fait vrai, parce que on sait très bien que les discussions qui ont été engagées il y a plusieurs mois avec Sissoko Ayoutabé ont été interrompues. L'ouverture sur les sécessionnistes, c'est pas du tout vrai. Ils n'ont pas pris part au dialogue national. On remarque très bien dans le contenu qu'il n'y a pas, en termes de perspective économique, des statistiques sur l'emploi, sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation, et même également, il a du mal à dresser un bilan de l'année 2020 parce qu'il n'y a pas de chiffres. Or, un discours de fin d'année pour un chef d'État, c'est un discours où il dresse le bilan et il donne de nouvelles perspectives à la fois politiques, à la fois économiques, culturelles et autres. Donc, il y a dans le fond déjà toute cette absence et en réalité, ça traduit la vacuité et même l'échec du système dans lequel on se trouve. Ça montre très bien que M. Biya n'a plus rien à proposer. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi le discours est vide. On peut épiloguer sur le dialogue, la crise anglophone et autres, mais il n'abordera jamais les questions de fond parce que en l'état actuel de son gouvernement, ils sont incapables d'apporter des solutions crédibles au peuple camerounais. Voilà. Merci Boris d'être passé aujourd'hui. Je sais, vous avez un programme hyper chargé. On va donc vous libérer. Merci une fois de plus. Merveilleux Boris. Meilleur Serge. Au revoir. Vous continuez donc cette volonté. Le gouvernement dit qu'il fait beaucoup d'efforts, mais de l'autre côté, on ne peut pas sortir de la brousse, comme a dit le président. Comme j'étais en train de dire que, comme Timon a dit, l'assistant des affaires africaines en Europe, il a fait une lettre, il a demandé qu'il va rapatrier certains Camerounais et le nom de certains commanditaires de cette affaire au Nozo était inclus. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu l'effort du président d'aller vers cette personne et dire, ok, travaillons main à main pour que ces gens rentrent au pays et puis qu'ils répondent à leurs actes. Moi, je ne l'ai pas vu. Et secondement, je vais vous dire que le gouvernement a un laxisme selon ce problème. Parce que c'est inadmissible qu'il y a toujours, people keep dying. People have died. The Anglophone crisis keep prolonging since 4 years. But there is a laxitude and I feel pride in his speech. I still feel pride because a father, parce qu'on peut dire le président c'est le père de tous les Camerounais. En tant que papa, est-ce que toi tu n'es pas fatigué de voir les enfants mourir? There is supposed to be a compromise, but I still saw pride in his speech. I still saw a man who is not ready to come to a compromise. So to me, there is they have not been doing effort. Actually, to me, they are happy. There are some people who benefit from this crisis, and they do not want this crisis to stop. They are praying day and night for this crisis not to stop. And I think that it is a failure to the side of the government, and I am not satisfied. Ok, vous n'êtes pas satisfait, vous. Pour vous, Serge Gauthier, on en a satisfaction ou bien il y a beaucoup d'espoir ont été déçus pour vous? Avant de le dire, je voudrais faire une précision entre la population anglophone qui revendique l'autonomie et les sécessionnistes. Un sécessionniste, c'est celui qui ne veut plus appartenir à votre État. Justement. On ne négocie pas avec lui. C'est un principe normal du fonctionnement des États. Donc ne faisons pas l'amalgame. Si quelqu'un se déclare sécessionniste, ça veut dire qu'il veut créer son État. Il n'y a pas de négociation à faire puisqu'il va empiéter sur le territoire camerounais. Et vous ne pouvez pas demander à un État la négociation lorsque vous faites vous-même des discours avec le drapeau de votre nouveau pays, votre pays imaginaire. Parce que ce sont des symboliques que les gens banalisent, mais qui sont fortes du point de vue de l'analyse et de l'impact. Si les gens veulent négocier avec l'État du Cameroun, ils peuvent brandir une menace sécessionniste, mais il y a des éléments qui ne doivent pas apparaître parce que là, ça devient autre chose. Maintenant, ceux qui revendiquent l'autonomie réelle, que ce soit dans le cadre de la décentralisation ou du fédéralisme, ce sont ceux qui acceptent de continuer à faire partie de l'État du Cameroun. C'est avec eux que le dialogue doit être
engagés. Les autres doivent être considérés comme les ennemis. Dans aucun pays au monde, vous le verrez, si les sécessionnistes n'ont pas pris le dessus du point de vue de la rivalité, de l'adversité, vous ne verrez aucun État de négocier avec eux. Donc, c'est une précision qui est importante à faire et dans le distinguo des acteurs dans la crise anglophone, dans le NOSO. Maintenant, au niveau de la satisfaction ou de l'insatisfaction, mais je l'ai dit hier, je reviens dessus, il y a beaucoup d'éléments de satisfaction. Premièrement, si on prend la crise, la Covid, moi je dis, le président de la République, c'est un général d'armée. On ne peut pas nier au gouvernement de la République un certain nombre d'acquis. Mais le général d'armée doit être devant en montant l'exemple. Je l'ai dit, est-ce que vous avez vu le président de la République dans les sorties officielles, en dehors de la sortie privée dans laquelle il était en train de, malheureusement, et je lui adresse des condoléances, en passant, d'inhumer sa sœur, porter le masque? Est-ce que vous avez vu une opération dans laquelle le président de la République se lavait les mains pour montrer aux Camerounais qu'il ne faut pas banaliser la Covid? Il a dit hier dans son discours, il demande aux Camerounais de continuer. Serge Alain, les Camerounais savent qu'il y a la Covid, mais vous voyez combien porter les masques. Donc, on peut le dire, mais tant que vous n'êtes pas dans l'exemplarité vous-même, ça peut créer un doute. N'oubliez pas que le leader politique est un produit qui se vend et que par rapport aux actes qu'il pose, il est un modèle que les gens peuvent vouloir imiter, qu'il ait échoué ou pas. Ça, c'est concernant la décentralisation, concernant la Covid. Maintenant, concernant d'autres aspects, comme c'est vrai qu'il y a... Donc, il y avait la décentralisation. Le président a également évoqué d'autres volets. Oui. Je me perds un peu dans... Je voulais réagir. Oui, d'abord. Je voulais dire à Gauthier, en fait, quand on dit que le gouvernement doit discuter avec les sécessionnistes, ce n'est pas pour discuter sur le fait de donner, d'accorder la sécession. Il faut faire attention. On demande de discuter avec eux pour, premièrement, avoir un cessez-le-feu qui permet d'avoir la calmie dans ces zones. Deuxièmement, on peut leur demander quel est le véritable problème. Parce qu'il y a une chose... le problème est clair. Un sécessionniste, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'est plus avec vous. Gauthier, mais vous pouvez le ramener à la raison. Justement, c'est là où je voulais arriver. Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on veut. Oui. Ce qui, aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Quand vous remontez en 2016, vous vous rendez compte, c'est parce que les gens ont revendiqué l'absence d'autonomie. Moi, je parle d'autonomie parce que ça peut être sous la forme d'un État fédéral, ça peut être sous la forme de la décentralisation. Justement, dès lors que on n'a pas résolu ce problème politique, c'était leur prétexte de dire qu'ils veulent donc la sécession. Résolvons le problème politique et vous allez voir que ces sécessionnistes, on va leur demander que la suite, c'est quoi? Puisque ce que vous avez revendiqué au départ, bon, ce que les anglophones de manière majoritaire ont revendiqué au départ, c'était ceci. Et vous avez dit que ça n'allait pas aboutir. C'est pourquoi vous avez choisi la voie de la sécession. Arrêtez donc la voie de la sécession parce que nous avons résolu le problème politique. Concernant le discours du chef de l'État, il y a 4 points essentiels dans ce discours. Premièrement, le président de la République parle de la COVID-19. Le président constate que les Camerounais ne mettent plus les masques, etc. Et ça montre ce que Boris Bertol a dit, je le salue en passant. Le président Biya, à chaque fois qu'on l'écoute, j'ai l'impression d'écouter un citoyen lambda. C'est comme si c'est moi qui parle. Il fait seulement les constats. Il constate. Il ne donne pas le cap à suivre. Vous allez voir que deuxième point... il a demandé de continuer à respecter les mesures barrières. Bon, si on ne respecte pas les mesures barrières, la suite c'est quoi, monsieur Otto? Quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir sanctionner ceux qui ne respectent pas les mesures barrières? C'est ça un dirigeant. C'est ça, non. Quand le président vient s'adresser au peuple camerounais, il vient rendre compte et dit ce qui a été fait. Il ne vient pas faire les constats comme nous tous. Parce que si les constats, chacun même dans sa chambre, pour constater que le Cameroun va pas mal. Je rappelle que le président de la République, lors de son discours en 2013, avait dénoncé la corruption des fonciers, jusqu'il avait posé la question. Nous avons tout. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas au président de lui poser la question. C'est à lui de répondre au Camerounais, de dire pourquoi ça ne marche pas. Le président ne vient pas lui poser les questions. C'est nous qui lui posons les questions. Okay. Et quand on entre dans ce genre de jeu de communication, vous voyez donc qu'à la fin, le président, il sort dans une statue d'un chef d'État qui est venu constater comme tous les citoyens, sans rassurer les Camerounais que voilà ce qui va être fait. Peut-être dans la deuxième partie. Oui, je vais revenir sur les autres éléments. Permettez de repartir tout de suite en Europe. On nous attend Wilfried et Kanda, plus précisément à Paris. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau, bonsoir à tous les Camerounais. C'est un grand honneur de mettre le 1er janvier. Merci, c'est un plaisir renouvelé et à chaque fois d'être avec vous.
Wilfried, permettez que je vous lise ce petit passage du discours du président. Vous êtes d'accord? Oui, bien évidemment. Par ailleurs, l'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes, regroupés autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection faussement appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été poursuivies. Wilfried Ekanga, est-ce que vous vous reconnaissez dans cet extrait du discours? Quand je dis vous, c'est votre formation politique. Non, je ne m'y reconnais pas du tout, mais par contre, je reconnais très bien Paul Biya parce que dans la rhétorique d'arrogance et de suffisance qui le caractérise et qui a d'ailleurs créé les crises que nous avons actuellement, notamment dans la région anglophone, il n'y a aucune remise en question. Voilà un président qui vous dit que la démocratie ne s'exprime pas dans la rue, ça s'exprime uniquement par les urnes. C'est très faux. L'essence même de la démocratie, le démoscrate, signifie que le peuple se manifeste et on ne dit pas au peuple comment il doit se manifester. L'un n'exclut pas l'autre. Ça peut être dans les urnes, ça peut être dans la rue. Les marches du MRC n'étaient pas dites pacifiques, elles étaient pacifiques, c'est un constat. Parce que si elles n'avaient pas été pacifiques, Paul Biya, dans son discours, vous aurez dit quels étaient les actes de violence que les militants du MRC qui ont marché ont commis envers d'autres Camerounais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas le moindre exemple. Et donc, dans la rhétorique, justement, d'un État qui a banalisé la violence et qui veut faire un transfert de culpabilité pour donner l'impression que les victimes sont les coupables, on crée une connotation qui n'a rien à voir avec la réalité. On dit des marches dites pacifiques. Les marches étaient pacifiques. Et le pacifisme, la marche et la manifestation par la rue est consacrée par toute démocratie, y compris par la Constitution camerounaise. Ceux qui n'ont pas respecté la loi, ceux qui n'ont pas respecté la démocratie, c'est ceux qui ont pensé que quand vous prenez la police, les gendarmes et que vous intimidez la population, vous avez raison de toute façon. C'est ça que Maurice Kamto, lui, par contre, a évoqué dans son discours comme étant le droit de la force. Au lieu de dire le droit, c'est-à-dire la pertinence, la légitimité qu'un peuple a de revendiquer ce qui ne va pas pour lui, on a dit la force en disant au peuple, je t'ai tapé, certes, je t'ai fouetté, certes, mais tu n'as pas le droit de manifester, tu n'as pas le droit de te plaindre contre cela, tu n'as pas le droit de t'insurger contre ces mauvais traitements. Donc, l'approche est conforme à ce qui a été évoqué sur le plateau concernant la crise anglophone. On fait des solutions de surface alors qu'il y a des revendications réelles sur le terrain qu'il faut évoquer. Donc, de manière générale, le discours de Paul Biya n'est absolument pas conforme à la réalité camerounaise actuelle. Vous voyez qu'il n'y a eu aucun événement du mois de décembre qui a été mentionné. Tout porte à croire que le discours a été élaboré au plus tard fin novembre et que on a fait lire à Paul Biya ce qui était écrit et on n'a pas trouvé le moyen d'insérer les récents événements. Il n'a donc pas mentionné le pacte de conciliation qu'il a lui-même signé avec les zones anglophones, soi-disant pour résoudre le problème. Il n'a pas mentionné l'utilité de la SOCAMIM qu'il a créée, puisqu'on nous a dit que les accords ont été rompus avec les partenariats, avec les partenaires européens coloniaux. Donc peut-être que la SOCAMIM ait la possibilité pour le Cameroun d'exploiter ses propres ressources. Mais il n'a pas évoqué ça, il n'y a aucun éclairci dessus. Il n'a pas évoqué sa nouvelle réforme des retraites que lui-même n'applique pas par sa propre personne. Il n'a pas évoqué l'accident de Nzeki qui s'est déroulé il y a quelques jours à peine. On est donc face à un président totalement anachronique qui, après y avoir consacré 5 minutes au Covid-19, n'a pas non plus évoqué, vous l'avez vu sur le discours de Maurice Kamto, les détails avec la pertinence, avec la complication du nouveau Covid, de la nouvelle mutation qui est cours actuellement. En fait, le discours ne parle pas d'aujourd'hui. Le discours parle non seulement de manière creuse des événements à tort et à travers, mais ne se focalise pas sur la réalité quotidienne. Et le discours donne l'impression, sur l'extrait que vous avez lu il y a quelques instants, qu'en démocratie, on peut vous fouetter, on peut vous tabasser, mais vous devez attendre les élections pour vous plaindre qu'on vous a fouetté, qu'on vous a tabassé. Relisez le compte rendu du professeur Alain Foguet sur les traitements qui se sont passés dans les géos camerounaises et qui se passent encore à l'heure actuelle. Vous avez des gens à qui on attache la main sur le pied, qu'on tabasse copieusement et qui saignent par leurs orifices génitaux. On dit à ces gens-là que le changement, c'est en 2025, c'est aux prochaines échéances électorales que je dois me rendre compte que mon corps fait mal et que parce que j'ai marché pacifiquement, je n'ai fait de mal à personne. Parce que les mêmes gens qui disent que ceux qui ont tiré dans la brosse et ils peuvent rentrer dans la société, être réinstallés
s'insérer et redevenir Camerounais. Mais moi qui ai simplement marché sans tirer sur qui que ce soit, sans faire de mal à personne, on m'attache le bras au pied, on me tabasse, on me fait saigner de partout, on me met les mains dans les yeux comme on l'a fait à M. Nelson Tala. Et on me dit d'attendre les prochaines échéances électorales. En fait, il est en train de vous dire, nous sommes en dictature. Et en dictature, ça veut dire que lors des échéances électorales, si tu triches mieux que moi, tu as gagné. Mais si je triche mieux que toi, tu as l'obligation de te taire jusqu'aux prochaines échéances, quel que soit le traitement que je t'inflige. Et c'est précisément cette arrogance-là qui a conduit le Cameroun dans son trou actuel. Ça, c'est uniquement pour le volet, c'est pas l'intégralité de son discours, c'est uniquement pour le volet politique et démocratique que vous avez évoqué pour que j'y réponde. Merci Wilfried Ekanga, je rappelle que vous interveniez depuis Paris en France. Didier Imkwa, comme il l'a dit Wilfried, est-ce qu'il y a des éléments qui manquaient à ce discours, les événements, surtout dès décembre? D'abord, je voulais d'abord Dikin Meki, comment vous, si vous êtes membre, vous avez perdu quelqu'un dans cet accident, comment vous vous serez senti hier après le discours du président? Le président n'est pas évoqué, Dikin Meki. D'abord, avant de répondre à votre question, Serge, tout à l'heure, vous vous offusquez de ce que le président tend la main régulièrement à certains pays qui hébergent. C'est peut-être dans son, son cinquième discours. Oui, qu'en retour, il n'y a pas de réponse. Vous savez, dans les relations internationales aujourd'hui, vous avez des États. Vous avez des acteurs non étatiques, tels que les institutions financières, vous avez les ONG, vous avez... Oui, les acteurs non étatiques comme l'ONU, l'UNESCO, la FAO. Il faut aussi ajouter à cela maintenant les groupes extrémistes. Il faudra intégrer aujourd'hui dans la criminalité internationale les groupes extrémistes. Et que lorsque les intérêts de ces groupes convergent avec des acteurs non étatiques, il peut se trouver en ce moment-là que ces pays-là, moi je préfère ne pas parler de pays pour ne pas créer un conflit diplomatique. Je préfère parler de ces acteurs non étatiques, les puissances multinationales, qui ont un impact sur les pays, c'est connu. Donc lorsque les intérêts convergent, les intérêts des groupes sécessionnistes avec ces facteurs non étatiques convergent, évidemment, ne soyez pas surpris que ces gens-là ne soient pas livrés. Maintenant, je vais revenir sur la question que vous m'avez posée. Oui. J'ai suivi notre compatriote depuis l'Allemagne. Avant cela, j'ai suivi... non, il est à Paris. À Paris. Vous parlez de Wilfried à Paris. Il est à Paris. Avant, j'ai suivi aussi Monsieur Eyoum. C'est des opposants. Ils sont dans leur rôle. Quand ils ne sont pas nihilistes, ils sont manichéistes. Que ce soit une oui, ça dit tout ce que le président c'est mauvais, bien sûr, vous suivez son discours. Tout ce que le président non, on accepte cela. Tout ce que ici je suis dans un je suis un peu j'aime parler de la neutralité axiologique. Je fais beaucoup plus si vous n'êtes pas dans le nihilisme, vous êtes dans le manichéisme. Vous rejetez tout. Dans un discours de moins de 20 minutes, Serge, on ne peut pas tout dire. Je suis tout à fait d'accord que ce qui se passait dans le Ndiki n'a laissé personne indifférente. Vous comprenez? Je me rappelle une interview du président Biya, je crois, dans les années 80. Permettez, on va revenir. Il ne gérait pas seul le Cameroun. Oui, on a vu les ministres là-bas. Oui, on va revenir. C'est promis, je vous promets de vous passer la parole après le journal, le bilingue, qui va intervenir dans quelques instants. Et je promets également qu'en deuxième partie, nous aurons Jean-Jacques Diok, une fois de plus, du PCRN, Maximilien Gombe du REDAC et le docteur Tuete depuis New Jersey. Nous sommes aux États-Unis. Dans un instant, donc, le journal bilingue et après, la suite, Equinox.